Bonjour Olivier, tu es fondateur d'Outsider C, où tu accompagnes des entrepreneurs, des entreprises sur leurs problématiques liées à la régulation dont on va un petit peu parler aujourd'hui. Est-ce que tu Ouais. peux dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Salut Pierre, bah écoute, merci. Merci d'être venu vers moi et de m'avoir invité. Je suis ton podcast quasiment depuis le début. Donc, je suis content de voir la forte croissance de ton podcast et surtout la passion que tu as pour le Web3 et tous les projets qui y sont associés. Donc, c'est un honneur pour moi d'être là déjà pour démarrer. Merci Pierre. Alors qui je suis? Ben, moi j'ai, monté une petite, structure si tu veux pour, accompagner des, futurs PSAN, heu, soit dans leur enregistrement, soit dans leur formation pour qu'ils comprennent en fait les problématiques qui sont liées à la LCBFT. Alors, sur les questions de PSAN, je travaille, principalement avec des cabinets d'avocats, donc j'interviens avec eux ou je suis sous-traitant pour certaines autres structures. Et puis au niveau international, j'ai aussi des clients, on va dire c'est 60 de mes clients en France et puis 40 à l'étranger. Et là, j'interviens sur les mêmes problématiques dans d'autres juridictions, que je connais un peu moins que la juridiction française, bien entendu. Mais en fait, je rédige aussi des procédures de lutte contre le blanchiment. Donc j'ai eu des clients en Ukraine, à Hong Kong, en Lituanie. euh, voilà. Mais bon, principalement, pour l'instant, je suis axé sur la France. Et le cabinet d'avocats, on va dire principal avec qui je travaille de manière assez régulière, c'est Osborne Clark. Et bah voilà, pour l'instant, j'ai travaillé sur une quinzaine de dossiers pour l'obtention d'un PSAN et je m'occupe particulièrement des procédures de lutte contre le blanchiment euh, et puis de contractualisation aussi avec des partenaires techniques qui favorisent l'implémentation d'un système de lutte contre le blanchiment chez un PSAN. Super. Bah, c'est Voilà ce vrai que que je fais. c'est des grosses problématiques, hein. Aujourd'hui, on sait tous, dès qu'il y a des conversions, euro crypto, il y a ce fameux Graal, le PSAN qui est parfois très long, et coûteux aussi à obtenir. Justement, là, je vais en profiter aussi pour regarder un petit peu ce qu'il y a derrière, à quoi ça correspond. Est-ce que dans un premier temps, tu peux recontextualiser aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que c'est que le PSAN, concrètement, à quoi ça sert, quoi? À quoi ça sert? Bon, Ouais, déjà, la première chose, ça te sert à te mettre en conformité avec des textes. Donc, si tu veux, c'est comme la déclaration d'impôt, à quoi elle sert? Bon, elle sert à te mettre en conformité, si tu veux, avec la loi, mais après, bon, on peut penser ce qu'on veut des impôts, mais ça a quand même une certaine utilité a priori. Donc, si tu veux, le PSAN, ça te sert à te mettre déjà en conformité, mais moi, je dirais de ce que j'ai observé, parce que maintenant, ça fait presque 2 ans, oui, le mois prochain, ça fera 2 ans en fait, que j'accompagne des porteurs de projets à obtenir leur PSAN. Je dirais que ça sert à les sensibiliser à certaines bonnes pratiques et ce n'est pas inutile parce qu'effectivement, un entrepreneur, c'est souvent quelqu'un qui veut aller vite, donc il a raison. C'est ce qui caractérise un peu son tempérament et c'est souvent ce qui caractérise le succès d'une entreprise, c'est la vitesse. Mais comment dire, il y a la vitesse, mais il y a aussi la prudence et il y a aussi le savoir-faire et si tu veux, il y a un cadre juridique dans lequel tu évolues. Et ce cadre juridique, il y a 2 ans, il était peut-être un peu moins conscientisé chez les porteurs de projets, tandis qu'actuellement, les porteurs de projets qui viennent vers moi ou vers des cabinets d'avocats, j'ai l'impression, sont beaucoup plus mûrs à ce niveau-là et comprennent qu'ils évoluent dans un contexte juridique à respecter. Donc, si tu veux, on ne le respecte pas que de manière scolaire, il y a aussi une philosophie derrière. La philosophie derrière, par exemple, sur la partie qui me concerne, la lutte contre le blanchiment, bah, c'est d'être quelque part un assistant aux autorités pour détecter des phénomènes qui peuvent entraîner des suspicions de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme. Donc, si tu veux, on peut parler presque d'un rôle social utile du futur PSAN. Alors, si on est très libertarien, on va se dire pourquoi moi je dois être le gendarme à la place du gendarme. Bon, voilà, si on a une conscience sociale un peu plus aiguë, on peut se dire bah, c'est très bien, je vais participer comment dire, à la détection de phénomènes de lutte contre le blanchiment.
Bon, voilà. Selon son option politique, on est plus ou moins proche du PSAN, on y adhère plus ou moins, c'est ce que je remarque chez mes clients. Mais quand on a une attitude proactive envers les textes, envers, on va dire, les recommandations du régulateur, de toute façon, les choses avancent plus vite et on ne peut pas y couper, donc autant y consentir, peut-être pas avec joie, mais au moins avec un peu d'enthousiasme. Voilà. Ouais, passage obligatoire. Et puis le but du jeu, c'est que ça puisse être utile autant à l'État qu'à l'entreprise aussi, pour apporter un cadre et savoir qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, comment ils peuvent faire les choses dans un monde qui est souvent qualifié de Far West, où le cadre est aussi important, mais ce processus-là, cette certification-là, elle est utile à ça. Moi, Je j'entends voudrais où est le Far West. Je sais qu'on confond peut-être souvent le fait de réguler, enfin, je sais pas, j'entends réguler la crypto. Je ne vois pas ce que ça veut dire. Pour l'instant, ce que le régulateur essaie de faire, c'est d'avoir un impact sur les relations entre le consommateur, le client, la structure. Bon, alors forcément, ça a peut-être des répercussions sur la blockchain et ainsi de suite. Mais la blockchain, enfin, je sais pas, elle vivra. Et si ce n'est pas en Europe, elle vivra très très bien ailleurs, en fonction du curseur sur lequel on place en fait la fermeté de la régulation. Mais ouais. non, parler de Far West, c'est peut-être un argument qui a été utilisé par certains courants. Mais non, c'est- au début de tous les secteurs d'activité, c'est le Far West, si on veut. Bon. Oui. Et il y a des dérives. En fait, c'est protéger aussi les gens, les consommateurs, les clients, Mais ce les Far West protéger de ces dérives. était, ce qu'ils appellent Far West, c'était juste, comment dire, un espace de liberté temporaire pour permettre à certains acteurs de faire des expérimentations et de grossir suffisamment maintenant pour être parmi les plus gros de la planète. Oui. Voilà. C'était une période qui permettait aussi de lancer certains champions et d'en éliminer plein d'autres aussi, hein, parce qu'on parle toujours de ceux qui réussissent, mais effectivement, il y a beaucoup de projets qui sont passés à la trappe. Et maintenant, le régulateur, forcément, voilà, c'est un peu normal que ça se passe ainsi, arrive petit à petit à faire en sorte qu'il y ait un cadre plus ou moins juste qui soit mis en place et qui réponde à une forme d'équilibre entre les intérêts de l'innovation, les intérêts du consommateur, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et tout ça, c'est une conversation très vaste où il y a des questions philosophiques, politiques, et puis de petits intérêts de chapelle aussi à préserver. Ouais. Parmi ces entités, ces institutions qu'on entend souvent parler et que je souhaiterais que tu puisses expliquer, l'AMF et la CPR, est-ce que tu peux un petit peu définir ce que c'est, la différence et quel est leur rôle aussi là-dedans, s'il te plaît? Oui, bon, mais le rôle est multiple hein, de ces institutions. Si on prend l'AMF, par exemple, alors je ne vais pas donner une définition très précise de ce que c'est, mais c'est un organisme qui réfléchit déjà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, comment faudrait le faire, euh, comment est-ce qu'on peut accompagner un secteur d'activité sans le tuer, comment est-ce qu'on peut ne pas tuer les consommateurs qui se feraient avoir par trop de fraude, euh, par un secteur qui ne serait pas sérieux. Donc, si tu veux, c'est un point d'équilibre entre différentes tensions politiques et qui émet des avis, si tu veux, pour voir un peu comment cadrer les choses. Et sur la crypto, l'idée, c'est en ce moment, certainement, je ne peux pas parler à la place de l'AMF, mais effectivement, il y a toujours un souci de la protection du consommateur, ce qu'on peut très, très bien comprendre. Donc, on peut dire grosso modo, bon, alors ma définition, elle n'est pas très juridique, mais je sais que je ne suis pas sur un podcast de juriste, donc j'essaie d'avoir une explication un peu imagée, et voilà, ce serait probablement la meilleure définition, ce serait ça, c'est que c'est un endroit, si tu veux, une structure qui est le point de rencontre de beaucoup d'intérêts, de défense de consommateurs, mais en même temps avec le souci du développement d'un secteur économique
et qui donne aussi, de par son expérience, des structures quand même très, très claires aux acteurs qui voudraient évoluer dans un nouveau système. Donc, Ouais, par mes interactions avec l'AMF, c'est ce que j'ai ressenti, en fait. C'est ce que j'ai vu. ouais, Ensuite, pour l'ACPR, ben, si tu veux, bon, par exemple, dans le cadre d'un PSAN, l'ACPR va évaluer ta procédure de LCBFT. Donc, en fait, une procédure de LCBFT, qu'est-ce que c'est? C'est un document dans lequel, si tu veux, tu détailles, c'est un manuel, voilà, c'est un manuel où tu vas détailler toutes les actions que tu vas prendre pour créer un filet qui va te permettre de détecter, de capter certains phénomènes, si tu veux, qui permettent de repérer des comportements, par exemple, qui seraient vecteurs de lutte enfin de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Donc, ouais, ce document, si tu veux, tu le soumets à cette autorité qui va l'évaluer. Alors, l'évaluer en fonction de dizaines de critères. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si tu veux, c'est peut-être là où il y a un espace de liberté dans mon travail, c'est que aucune procédure de LCBFT ne se ressemble et tu peux retrouver la patte de la personne qui l'écrit. Parce que si tu veux, il y a un cadre défini, mais après, tu peux improviser un petit peu dans ce cadre. Voilà. Donc, moi, pourquoi ça me plaît de faire ce que je fais, c'est parce que je suis contraint par un cadre, mais j'aime bien voir aussi jusqu'où je peux tirer sur les bords et essayer de voir comment je peux assouplir la chose, en fait. Voilà. ouais. Yes. Bah, super. Moi, j'ai une petite question, par rapport, justement à l'AMF. On sait que pour le PSAN, il y a l'enregistrement et il y a l'agrément. Alors aujourd'hui, tout le monde, prend l'enregistrement et à ce jour, à ce que je sache, à ce jour, en janvier 2023, aucune société n'a reçu l'agrément, PSAN. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, la ce que c'est, puis la différence entre les 2 du coup? Oui, bon, c'est une gradation des exigences pour être labellisé, si tu veux. Donc, si tu veux, l'enregistrement PSAN, c'était, à mon avis, une excellente idée parce que ça permet un marchepied vers plus de régulation et de préparer des acteurs à cette transition. Parce que tu ne peux pas arriver dans un monde nouveau et tout de suite maîtriser l'ensemble des éléments et montrer patte blanche à certaines institutions. Donc, en fait, si tu veux, c'est une marche d'apprentissage, je pense, qui a été extrêmement bien pensée. Donc, ça permet déjà de valider des acteurs qui sont extrêmement sérieux, parce que pour obtenir le PSAN, il faut être très sérieux. Donc, en fait, l'idée, c'est comment on responsabilise de plus en plus le PSAN par rapport à certaines obligations. Donc, si tu veux, par exemple, si tu veux un enregistrement, tu as un certain nombre de demandes, et pour l'agrément, en sus de ces demandes, tu auras par exemple le fait d'avoir une assurance. Alors, pour l'instant, je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, parce qu'il n'y a probablement pas d'assureur qui veut couvrir un PSAN pour le moment. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est une situation probablement temporaire, parce que il y a toujours des acteurs qui se lancent quand il y a un nouveau marché. Au début, les PSAN n'arrivaient pas à trouver de banque. Il y a quelques banques qui ont eu l'idée de se placer sur ce filon. Donc, j'ai du mal à imaginer qu'un assureur, à un moment donné, ne fasse pas un pas vers ce marché. Mais je peux me planter, parce que mais de par mon expérience, je sais que la nature a horreur du vide et le marché aussi. Et donc, il y a forcément une solution qui va venir de là, parce que couvrir, si tu veux, avec des fonds propres toutes tes activités, c'est énorme. Une assurance sera bienvenue, en tout cas. Donc, si tu veux, je ne vais pas rentrer dans les détails sur tout ce qui est demandé pour un enregistrement, mais le point principal de la conversation actuelle sur l'enregistrement, c'est ça. Sur l'agrément, c'est ça. C'est-à-dire, L'agrément. est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui va nous suivre pour monter en gamme? Voilà.
Donc, l'enregistrement, pour l'instant, il reste pertinent, à mon avis. Donc, on n'est pas obligé de se poser la question d'aller plus loin, mais c'est déjà bien de se préparer, en tout cas. Et je sais que parmi mes clients, il y en a quelques-uns qui y réfléchissent. Donc, au moins, ils ne seront pas pris au dépourvu quand il sera temps de monter vers l'agrément. Puis il y a des belles parts de marché à prendre pour les assureurs qui souhaitent un petit peu se mouiller à ça, parce que le jour où ça va être littéralement demandé pour telle ou telle offre de service, il faudra un accompagnant et une couverture par un assureur. Avec le nombre, enfin là, on voit, je ne sais plus, hein, il me semble que dernier trimestre 2022, devait y avoir entre 80 et 90 enregistrements, enfin sociétés enregistrées PSAN auprès de l'AMF. Et je pense qu'on est un peu au début de l'exponentiel. Par rapport à ça, comment l'AMF, dans un univers, dans un écosystème qui se développe technologiquement, entre autres, avec des complexifications de nouvelles couches et de choses qui deviennent aussi assez exotiques et qui sont difficiles à comprendre et donc à cadrer. Comment l'AMF réussir à réagir par rapport à ça pour pouvoir à la fois cadrer et protéger, on va dire, les consommateurs, mais à la fois pas non plus trop brider les entrepreneurs par l'innovation, quoi. C'est toujours toute la question c'est la question principale qu'il y a eu autour des discussions par rapport au texte MiCA. Si tu te souviens bien, les premières versions du texte étaient extrêmement dures envers le secteur. Et puis, à force de conversation, d'aller-retour entre différentes forces politiques et ainsi de suite, a priori, il y a un point d'équilibre qui satisfait plutôt une bonne partie du secteur. Voilà. Ouais. Bah, Sauf que de ce que j'ai compris. Il faut voir qu'un régulateur veut toujours plus de régulation. C'est la nature des choses, mais qu'au sein de ce régulateur, il y a aussi des forces contradictoires. Donc, si tu veux, tu peux avoir je ne sais pas si ce que je dis, c'est un suicide professionnel ou pas, mais si tu veux, dans une même institution, tu as des gens qui sont plus ou moins pro-innovation, et puis des gens qui sont un peu plus sensibles à l'argumentaire qui ferait que la lutte contre le blanchiment d'argent est vraiment leur sujet principal. Tu vois. Donc, en fait, soit tu fais plier tout un secteur pour un principe, soit tu essaies de moduler un peu les choses. De toute façon, en tant que dirigeant d'entreprise, on n'a pas envie de participer au financement du terrorisme. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie probablement d'un entrepreneur qui va être aussi très sensible à cet argument. Mais comme je disais en préambule, c'est vrai qu'il doit être rapide, il doit suivre l'innovation, il doit se développer rapidement. Donc, on n'a pas parlé d'une troisième chose en fait qui intervient là-dessus, c'est qu'il y a aussi de l'innovation dans ce qui accompagne les sociétés vers la conformité. Peut-être il y a quelques années, ils auraient fait du KYC manuel. Maintenant, le process est plus ou moins automatisé. Quand tu es PSAN et que tu veux voir si les actifs numériques de ton client sont plus ou moins propres, on va dire, s'ils ne sont pas passés par certaines activités illicites ou ainsi de suite, tu as des outils pour analyser je sais pas, la blockchain qui sont automatiques. Donc, si tu veux, ouais, mais il y a de plus en plus d'innovation autour et les prix descendent aussi, parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Donc, en fait, si tu veux, la conformité, effectivement, ça peut être vu comme un coût, ça c'est sûr, ça l'est. Mais ça peut aussi être vu au niveau général comme un cadre qui permet d'évoluer, si tu veux, avec des règles qui sont à peu près les mêmes pour tout le monde. Et l'idée de MiCA, c'est d'étendre justement ce cadre à tout l'espace qu'on a autour de nous ici. Ouais, mais justement, par rapport à toute cette palette, tout ce spectre de complexité où il y a vraiment des cas d'usage qui sont propres et qui ne rentrent pas, par exemple, dans des cases de réglementation et donc qui restent sujets à interprétation
au cas par cas. C'est ce qui Oui, fait que ça devient très compliqué, déjà, enfin même, je me mets à la place de l'AMF et encore une fois, je j'y suis pas, mais de me dire, mais de recevoir un petit peu toutes ces demandes-là, qu'elles-mêmes parfois ne comprennent pas, mais qui à la fois doivent aussi se prononcer, à un moment ou un autre, pour pouvoir faire avancer les choses, quoi. bon, là, ça va me faire passer pour un lèche-botte, mais l'AMF comprend tout. C'est juste une question de temps. Voilà. Si, alors, voilà, heu, c'est sûr, il y a 2 ans, tu pouvais, peut-être tomber sur des gens qui, étaient très forts, sur les textes de loi et ainsi de suite et qui connaissaient un peu moins, la partie, du projet de l'entrepreneur et ainsi de suite. Mais c'est plus le cas. Bah, tant mieux, hein. La courbe d'apprentissage, elle est très rapide. Si je peux critiquer l'AMF sur une chose, c'est un peut-être, de toute façon, foutu pour foutu, autant le dire, mais il y a peut-être eu des problèmes de ressources humaines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu assez de gens qui ont été embauchés. Mais en même temps, comment aurait-il pu anticiper qu'il y ait autant de PSAN qui arrivent? Et puis, il faut quelqu'un qui, moi je me mets à leur place, il faut quelqu'un qui puisse comprendre tout, enfin si tu veux, tout le code monétaire et financier qui concerne, en tout cas cette partie-là, euh, différentes lignes directrices, et en même temps qu'il arrive à emboîter ça avec le projet qu'il a en face de lui. Et si on prend rien que la question des outils d'analyse transactionnelle, donc c'est-à-dire ces fameux outils d'analyse de ce qui se passe sur la blockchain, si tu veux, ils évoluent extrêmement vite aussi. Et donc, ils doivent se tenir aussi à jour de ça. Tu sais, on peut prendre un exemple concret. Tu peux, tu peux avoir un outil qui va te donner un score de risque de temps et temps. Toi, tu peux déterminer, en tant qu'entrepreneur ou en tant que chargé de la conformité dans ton PSAN, tu peux déterminer qu'à partir de ce risque-là, je ne travaille pas avec les gens. Mais comment dire, l'approche par les risques, donc ce qui est le socle sur lequel tu constitues ta procédure de LCBFT, tu peux toujours la discuter avec le régulateur. Donc, si tu veux, l'AMF, la CPR, c'est à la fois ferme sur certains sujets et si tu as les bons arguments, c'est à la fois ouvert sur d'autres sujets. Ouais, C'est vrai que je ne rentre pas trop dans les détails et c'est peut-être un peu trop philosophique ce que je raconte, mais ce sont des organes, en tout cas, qui sont capables de conversation. Et ça, c'est toujours un bon signe. Parce que sinon, ça devient ouais, une tyrannie administrative. Tu fais ci comme ça, point barre, et merci, au revoir. Alors, effectivement, il y a un cadre très, très strict. Mais après, tous ces échanges avec l'AMF, de ce que j'ai vu, sont aussi, pour les entrepreneurs qui me contactent et qui travaillent avec moi, un moment pour vraiment recadrer leurs activités et des fois repenser leurs projets. Parce que tu peux ouais. avoir des questions de l'AMF qui te font penser, mince, oui, c'est vrai, sur cette question, j'ai même pas réfléchi, et ainsi de suite. Donc, ce sont toujours des échanges intéressants. Alors, effectivement, a priori, tu perds un peu de temps parce que ton projet se lance moins vite, mais les échanges que tu auras avec un avocat ou avec moi ou avec l'AMF ou avec la CPR et ainsi de suite, euh, et même avec tes prestataires de services, euh, pour ton KYC ou ton KYT, donc connaître les transactions, si tu veux, les observer. Tout ça, ça favorise, si tu veux, l'apprentissage de ce qu'il y a autour de ton projet. Ouais, ouais. C'est Là, pas, je c'est pas inutile, en fait. Moi, ce qui me enfin, de mon point de vue extérieur, ce qui est dérangeant, c'est enfin, c'est comme c'est de toute façon, c'est que Ouais. je le vois le fameux KYC ou l'analyse des transactions et autres, quand je fais ma déclaration des impôts, que je passe par, pour pas les nommer, mais Waltio, qui ont quand même développé un algorithme assez poussé et puissant pour pouvoir récupérer l'ensemble des transactions et regarder un petit peu les problématiques de fiscalité, et que je vois encore à quel point c'est difficile de faire quelque chose de propre. Et moi, il y a eu des trous aussi dans la raquette. Je me dis, de l'autre côté, enfin, pour le contrôle et la régulation, ça doit être d'autant plus difficile, parce que j'imagine que les outils doivent avancer un petit peu, s'ils s'y mettent tous en même temps, un peu à la même vitesse, pour eux
d'avoir cette longueur d'avance-là et pour avoir ce cadre-là dans des choses qui se développent, voilà, de toujours plus complexes, quoi. Et justement, enfin même par rapport, même par rapport à Mika, on voit qu'il y a des nouvelles problématiques qui sont déjà en train de naître aujourd'hui, qui vont pas faire partie du paramètre, du périmètre, pardon, de Mika. Ce qui fait que quand ça va arriver, ça va apporter énormément de choses, mais ça n'apportera pas tout et il faudrait une constante mise à jour, pour pouvoir apporter ça. Donc c'est un peu, un cycle sans fin. Parce que je voulais t'emmener Et un petit sans peu sur fin, la c'est comme les films Rocky, tu vois. voilà. Et Un, ce que le ce que je 2, voulais donc tu auras Mika 2 voilà. et peut-être la suite. Et après, il y aura des couches de texte en dessous de Mika 1 déjà pour qu'on comprenne un peu plus. C'est un peu plus de 1000 pages a priori. Je sais que l'autre jour, je l'ai vu imprimé sur un bureau. Moi j'avais lu une précédente version, donc je ne suis pas à jour sur cette version-là. Et ça constituera probablement une grande partie de mon printemps. De temps en temps, le manger, si tu veux, par paquet de 30 pages, mais pas, si tu veux, pas dans le sens de la lecture. J'ouvre les pages là, puis après la fin. Ouais, C'est comme ça que j'appréhende un texte en général. Et puis après, mon cerveau essaie de reconstituer un peu la trame d'ensemble, mais sur 1000 pages, ça va être quelque chose. Voilà. ouais, Mais oui, il y a encore plein de sujets qui sont sujets à interprétation. Il y a plein de textes à venir, mais ça ne doit pas empêcher quelqu'un de se lancer. ouais. Et ça doit pas lui faire peur parce que, si tu veux, tu as des professionnels qui sont là pour synthétiser, accompagner, expliquer. Donc, tant que tu as des gens dont le métier, effectivement, c'est de bouffer du mica à fond, toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux prendre la synthèse de tout ça. Tu vois, Ouais. donc, tu peux te focaliser sur vraiment ton activité. Et puis, à terme, si ton activité grandit, tu peux embaucher un compliance officer. Donc, ça, Ouais, j'ai vu ça c'est aussi clair. chez quelques-uns de mes clients. Donc, en vue de l'obtention du PSAN et puis du démarrage de leur activité, ils ont embauché quelqu'un d'expérimenté. Ce qui permet au PDG d'avoir une vue sur, par exemple, la lutte contre le blanchiment, mais de ne pas la regarder tous les jours. Mmh. Ça Ouais, permet d'avoir ouais. quelqu'un qui a les mains dans le moteur et qui reçoit, et si tu veux, le PDG, enfin, le dirigeant effectif, reçoit des informations qui lui permettent de se maintenir à jour. Et justement, par rapport, on va arriver sur la fin de l'interview, j'aime bien me projeter un peu sur les 2-3 prochaines années, sans boule de cristal, mais avec tes Ah, hypothèses. Quels vont être voilà, quels vont être les enjeux majeurs en termes de régulation, de compliance, que ça soit pour les entrepreneurs, pour l'AMF, pour la CPR? Est-ce qu'il va y avoir des choses particulières qu'il va falloir bien réussir pour que ça puisse se faire de manière, voilà, pour que l'innovation puisse continuer de se faire de manière organique? je pense qu'il faut peut-être pas trop opposer innovation et régulation. Je sais que euh, c'est tentant, mais si on prend par exemple ce qui se passe dans le domaine automobile, pour faire une analogie, euh, plus de normes entraînent plus d'innovation sur certains, en tout cas moteurs, certaines technologies, ce genre de choses. Là, encore une fois, je pense que le texte est suffisamment équilibré pour permettre aux choses les plus innovantes de s'exprimer à terme. Il y a beaucoup je ne veux pas dire des trous dans le texte, mais il y a des soupapes de respiration. Et Mmh. ça permet à des projets de s'y engouffrer. Ensuite, si tu regardes, si par exemple tu as un projet de DeFi qui n'est pas concerné par un texte, admettons, euh, la définition de la centralisation, qu'est-ce qui est centralisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, va beaucoup jouer sur la manière dont tu te feras avaler par la réglementation. Donc en fait, si tu veux, pour l'instant, il y a encore des définitions qui sont suffisamment souples pour permettre à des projets d'évoluer. C'est sûr qu'il ne faudrait peut-être pas aller trop loin parce que, en fait, souvent aussi, un régulateur peut être tenté par l'impuissance, pas que par la puissance. C'est-à-dire, on peut voir avec l'affaire FTX, par exemple, qu'il y a une manière d'interpréter cette histoire pour s'appuyer dessus et peut-être aller un peu trop loin en termes de fermeté sur l'espace géographique sur lequel on a la main mise.
Par exemple, il y a un pays qui peut décider, voilà, suite à FTX, moi, je renforce ma réglementation ici et j'y vais à fond. Mais ça n'empêchera pas des boîtes d'aller aux Bahamas et d'être Toujours la leur même chose, ouais. propre, voilà, d'être leur propre régulateur, leur propre banque, de créer leur propre token pour couvrir d'autres choses. Enfin, bon, voilà. Donc, il faudrait du Mika partout ou du Mika nulle part, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils font comme ils peuvent, donc ils font du Mika ici. Et il y aura toujours des acteurs qui voudront partir et puis toujours des acteurs qui voudront rester. Ça dépend de ses affinités aussi politiques avec la réglementation et puis de ce qu'on est capable d'encaisser aussi. C'est très facile de partir et d'obtenir l'équivalent d'un PSAN ailleurs, mais on peut quand même voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas stupides, qui pourraient s'enregistrer ailleurs et qui choisissent quand même la France pour le faire. Et la France est réputée pour avoir des standards à ce niveau-là. Et malgré ces standards qui sont extrêmement élevés, des sociétés reconnues avec des dirigeants qui sont largement plus intelligents que moi, par exemple, bon, voilà, ils choisissent la France. Donc, ils ne sont pas fous. Donc, en fait, c'est aussi utile, quelque part, de se confronter à l'exigence d'un régulateur qui a un niveau extrêmement élevé. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Ça, je ne sais pas, je ne suis pas Madame Irma, mais si tu veux, moi, je suis un peu plus âgé que toi. Donc, la question pour les gens de ma génération, je sais, quand j'étais en école de commerce, c'était est-ce qu'il faut rester en France ou se barrer à Hong Kong? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut payer 30% d'impôts ou zéro? Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés. Hong Kong existe Ok. toujours, la France existe toujours. C'est deux philosophies du business. Je pense qu'il y a des gens qui partiront pour de bonnes raisons, des gens qui partiront pour de mauvaises raisons. En tout cas, les textes continueront. Mon espoir, en fait, pour le Web3 et ce milieu, c'est que ce serait qu'il s'organise un peu mieux dans ses conversations avec les politiques et avec les gens au niveau de l'Union européenne. Je ne sais pas s'il y a des initiatives, en tout cas, à ma connaissance, il y en a, mais je pense qu'elles sont un peu trop timides parce que c'est un secteur naissant, donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas être structuré à ce niveau-là. Mais en face de lui, il y a des lobbies, on va dire, qui sont établis depuis très très longtemps et qui ont accès à des réseaux qui sont très influents. Donc je Ouais. pense que c'est un secteur en fait où les gens auraient peut-être à gagner à se regrouper pour avoir un effet de masse. Ouais. Bah, même si on est encore qu'au début, justement, c'est bien et que tout n'est pas Oui, encore bâti, il faut en prendre conscience aujourd'hui pour pouvoir implémenter des bonnes choses demain, quoi. Le travail, il est à oui, faire. mais je sais que quelqu'un qui choisit, par exemple, le Web3 et qui aime la décentralisation, ça va à l'encontre de sa propre nature, probablement, et se dire je dois fonctionner en groupe et me centraliser pour avoir un impact. Parce que de toute façon, il y a un guichet où on doit discuter avec des gens. Mais si chacun arrive, voilà, je ne sais pas, l'association de blockchain allemande qui débarque à Bruxelles, l'association espagnole qui débarque à Bruxelles, non, chaque fois, c'est morcelé, en fait. Ouais. Bon, il y a de toute façon, il y a toujours un Alors, juste milieu. il y a des associations européennes qui se sont constituées. Alors, le lobbying, ce n'est pas ma partie, donc je vais probablement dire des bêtises. Mais mon impression, c'est que ce serait bien de structurer cette approche pour avoir une voix beaucoup plus puissante et que les petits porteurs de projets puissent se reposer en fait sur ces initiatives aussi. Alors, je sais qu'au niveau français, c'est fait par certaines associations qui sont assez connues. Au niveau européen aussi, mais en tout cas pour le texte MICA, mon sentiment, c'est que ça n'a pas été fait à temps. Bon, ce que je dis, c'est peut-être sujet à controverse, mais qu'au final, ça a été rattrapé parce que le malheur de Mika ou le bonheur de Mika, selon le côté dans lequel on se projette, c'est qu'au final, ça fait siffler la fin de la récréation et que beaucoup de gens se sont mis ensemble pour aller discuter avec différentes forces politiques
pour équilibrer en tout cas le texte. OK, super. Bah, merci pour, toutes ces informations, ton partage et ton temps, Olivier. Je te souhaite, une très bonne année 2023 du coup. Merci.